destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. OK, on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Fait que quand on pense à une cité médiévale parfaitement préservée, on a pas mal tous la même image en tête, tu sais. Ah, l'image de carte postale typique, là. Ouais. Avec les petites rues, le soleil, là. Exactement. Des rues en pierre calcaire bien usées, la mer Adriatique super bleue en arrière-plan, les toits en terre cuite. Sur papier, c'est genre l'idée parfaite du paradis européen. C'est magnifique, c'est certain. Mais là, on a lu cet article d'Aéria Voyage, écrit en 2026, qui nous sort de guide de survie pour Dubrovnik. Et la réalité d'un joyau du 13e siècle comme ça, c'est que ça peut virer au cauchemar assez vite. Oh, ça peut devenir une vraie cocotte minute en quelques heures à peine. C'est le grand paradoxe ici, entre la préservation historique puis le tourisme de masse moderne. Ouais, parce que la ville n'a pas été bâtie pour ça à la base. Pas tout. On parle d'un environnement urbain super intact, conçu originalement pour des fantassins, des chevaux, des marchands. Et aujourd'hui, cette même petite infrastructure doit encaisser le choc mécanique d'un tourisme d'une ampleur vertigineuse. Avec des bateaux de croisière gros comme des gratte-ciels juste à côté. C'est ça. Fait que notre mission aujourd'hui avec cette plongée au cœur de l'Arctique, c'est de fournir un vrai mode d'emploi. Comment on fait pour survivre à cette ville-là, mais aussi pour vraiment l'apprécier au-delà de la surface. Fait que comment une petite cité fortifiée fait pour gérer ça sans exploser? Selon l'article, l'information la plus critique, le truc numéro 1 à comprendre, c'est la tyrannie de sa saisonnalité. Ah! La saisonnalité dicte absolument tout à Dubrovnik. C'est la clé. En plein été, genre en juillet, en août, les paquebots de croisière déversent entre 8 000 et 10 000 visiteurs par jour dans la vieille ville. Tant 10 000 personnes par jour, juste des bateaux. Juste des bateaux. Et ils débarquent tous en même temps, tu sais. Ils sont acheminés vers la porte principale, la porte de pile. C'est fou! C'est l'équivalent d'essayer de rentrer dans le restaurant le plus populaire en ville un samedi soir sans réservation. C'est sûr que ton expérience va être ruinée si tu arrives en plein midi. Tellement une bonne analogie, et ces milliers de personnes-là sont concentrées dans un espace tellement petit que, normalement, tu le traverses en 15 minutes de marche. Fait que les goulets d'étranglement deviennent critiques. L'artère principale de Stredon, ça doit juste bloquer complètement. Ça fige. Et en plus de la foule, il y a la thermodynamique qui s'en mêle. Ah oui, la fameuse pierre calcaire. Exact. Le Starigrad, la vieille ville, est bâti là-dedans. Et quand il fait plus de 35 degrés à midi, la pierre absorbe la chaleur puis la recrache dans les petites rues. La chaleur frappe d'en haut, mais elle remonte aussi par le sol. C'est un four. Fait que l'article est super direct là-dessus. Il y a une horloge de survie très stricte. Oui, l'horloge interne de la ville. Si des voyageurs y vont en plein été, la règle d'or, c'est on fait les visites extérieures à l'ouverture à la première heure. Ensuite, de 10 h le matin et à 17 h, c'est le repli stratégique. On se cache à l'intérieur, en gros. On se cache. Musée, église ou on dîne à l'air climatisé et on récupère les rues seulement après 18 h quand les navires appellent leurs passagers. La ville se vide d'un coup, mais l'auteur mentionne que le véritable Graal, la meilleure période, c'est vraiment septembre, non? Oh, septembre, c'est le mois parfait. L'eau de l'Adriatique a chauffé tout l'été, donc elle est super chaude. Les foules diminuent drastiquement et la ville redevient elle-même. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste. L'article dit qu'en été, la ville a l'air d'être une performance et une pièce de théâtre pour touristes, mais en automne, ça redevient un lieu habité. C'est exactement ça. Elle respire à nouveau. Mais bon, cette urgence d'agir tôt le matin et l'été, ça prend tout son sens quand on parle de l'expérience signature de Dubrovnik. Celle qui pardonne pas si t'as un mauvais timing. Les remparts. Ah, les fameux remparts, un circuit médiéval incroyable de 1940 mètres de long. C'est un exploit monumental. Par endroits, ça monte à 25 mètres au-dessus de la mer, c'est ça? Ouais, 25 mètres. Avec les toits en terre cuite d'un côté et la mer, la vue sur l'île de Lokrum de l'autre. C'est à couper le souffle. OK. La vue est belle, mais on va se dire les vraies affaires. Le billet coûte 40 € en haute saison. 40 €. Je sais, c'est cher. Pour marcher sur un mur de pierre, quand on a un budget limité, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer ça juste pour une marche au soleil?
Ben, si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est pas juste un mur, c'est un système de défense hyper ingénieux d'une ancienne cité-État, et le billet inclut aussi le fort Lovrigenac, qui est une forteresse colossale. D'accord, l'histoire est là, c'est sûr. Puis pour que ça justifie chaque centime, c'est vraiment une question de timing. L'article insiste à fond là-dessus. Faut y être avant 8 heures du matin. Parce qu'à midi, c'est invivable. C'est une épreuve de survie. Il y a 0 ombre sur les murs. C'est conçu pour que les gardes puissent voir au loin, donc pas d'arbres, pas de toit. Tu marches 2 kilomètres sur de la pierre blanche qui te renvoie le soleil dans la face. Ouch! Ouais, avant 8 heures, c'est non négociable. Mais pour le prix, l'auteur donne une astuce financière super intéressante. La Dubrovnik Pass. Ah oui, le regroupement tarifaire. Pour à peu près le même prix que le billet des remparts seul, la passe qu'on peut prendre pour 1, 3 ou 7 jours, elle inclut plein de trucs. Fait que tu rentabilises ça super vite. Immédiatement, ça te donne les remparts, plusieurs musées dans la ville et même le téléphérique du mont Surge qui monte à 405 mètres d'altitude en genre 4 minutes. Ah wow, parfait ça! Fait qu'on a ces murs-là, ces forteresses qui ont repoussé des empires entiers, comme les Vénitiens et les Ottomans. Puis pourtant, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Récemment, un autre empire a conquis la ville, l'empire d'Hollywood. La folie de Game of Thrones. À partir de la saison 2, Dubrovnik est devenu Port-Réal ou King's Landing. La transformation était totale. Et ça attire un tout nouveau genre de monde, des gens qui viennent pour des dragons en effets spéciaux au lieu de l'histoire des Balkans. Exact. Le phare est Lovrigenac, c'est le donjon rouge dans la série. La porte de pile est partout et les immenses escaliers des Jésuites, c'est là qu'ils ont tourné la fameuse marche de la honte. Mais ce que l'article explique, et je trouve ça brillant, c'est que les guides locaux se plaignent pas de ça. Ils s'en servent comme d'un cheval de Troie. C'est super intelligent comme approche. Ils utilisent cet angle très commercial des lieux de tournage pour accrocher les gens, puis une fois que tout le monde écoute, bam, ils plongent dans la véritable histoire de la République de Ragus. Qui est l'ancien nom de Dubrovnik, juste pour préciser, avant que Napoléon l'abolisse en 1808. C'est ça. Et ça soulève une question importante, sur la façon dont la culture pop peut préserver des lieux historiques. Même pour des clients qui n'ont jamais regardé une seule minute de Game of Thrones, la visite vaut la peine parce que la vraie histoire est encore plus dramatique. Mais ça, c'est une petite république qui compétitionnait directement avec la grosse flotte marchande de Venise. Ils étaient très en avance sur leur temps. Ils ont aboli l'esclavage super tôt et leur gestion de la santé publique, c'était du génie. Ah, les protocoles de quarantaine. Quand l'article a parlé de ça, ça m'a fait capoter. Oui, les fameux lazarets du 17e siècle, juste à la porte de Pelouse. Face aux épidémies de la peste, ils ont créé un des premiers systèmes de quarantaine au monde pour pouvoir continuer à faire du commerce sans que tout le monde meure. Ils isolaient les marchandises et les marins pendant 40 jours, ce qui a d'ailleurs donné le mot quarantaine. Et pendant que le reste de l'Europe fermait ses ports par panique, eux continuaient de s'enrichir. C'est tellement brillant. Et à l'intérieur même des murs, t'as le monastère franciscain qui abrite la 3e plus ancienne pharmacie au monde. Qui est encore en activité aujourd'hui? Mais oui! Depuis le 14e siècle, les moines faisaient des remèdes là-bas, bien avant qu'on invente des dragons en images de synthèse. C'est fou pareil. Fait que cette ville-là était un hub hyper connecté. Mais aujourd'hui, dès lors que les gens font, surtout ceux des bateaux de croisière, c'est de traiter la ville comme juste une case à cocher. Ah, l'escale d'une demi-journée, c'est le pire truc à faire. L'article est super clair là-dessus. Dubrovnik doit être un camp de base, pas juste une destination unique. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire pour quelqu'un qui planifie un voyage? Ça veut dire qu'il faut ajouter 2 ou 3 nuits avant ou après une croisière pour transformer cette escale-là en une expérience régionale complète. On sort de la ville, dans le fond? On s'installe à Dubrovnik, peut-être dans un quartier un peu plus résidentiel comme la Pad, puis on rayonne autour. Si je reprends mon analogie tantôt avec le restaurant, c'est comme si Dubrovnik, c'était pas le repas complet. C'est juste la belle table autour de laquelle tout le festin de la région est servi. Ah, j'aime ça! Et parlant de festin, l'auteur glisse d'ailleurs des super recommandations, comme le risotto noir du Konoba Dalmatino ou les huîtres de Maliston au restaurant Botassar. Miam! Fait qu'avec le ventre plein, on part en exploration. Vers où on va à partir de ce hub-là? À 2 heures de route, à Kotar, au Monténégro. C'est une autre ville médiévale protégée par l'UNESCO, mais située au fond d'un fjord magnifique avec une vibe très vénitienne. OK. Un fjord dans le sud de l'Europe, c'est à voir. Et si on roule 2 heures et demie de l'autre bord? Là,
On tombe en Bosnie-Herzégovine, à Mostar. Changement de décor total. T'as le fameux pont ottoman, le Stari Most, les minarets et un contact très direct avec l'histoire récente des Balkans. Le choc culturel à 2 heures de voiture, c'est capoté. Et si t'aimes pas conduire, l'accès maritime est incroyable. Depuis le port de Grouj à Dubrovnik. Qui est le vrai port local, pas le truc touristique. Exactement, le port de Trevaille. De là, tu prends un traversier. En 2 heures, t'es au parc national de l'île de Mgje. Ou tu peux faire les îles et Lafitte en bateau pour la journée. L'article mentionne Kolosep, Sipan et Lopud, je pense. Oui, Lopud est super parce qu'il y a la plage de sable de Sunj. Dans une région où c'est presque juste des roches puis des galets, une plage de sable, c'est le paradis. Fait que pour résumer tout ce guide de survie ultra riche, si on veut vraiment réussir son voyage à Dubrovnik, premièrement, on vise le mois de septembre. Deuxièmement, on attaque les remparts à 8 heures tapantes le matin et on se cache le midi. Troisièmement, on utilise les visites de Game of Thrones pour découvrir la vraie puissance de l'ancienne République de Raguse. Et quatrièmement, le plus important peut-être, on étire le séjour de 2 ou 3 nuits pour s'en servir comme camp de base et explorer le Monténégro, la Bosnie et les îles. C'est vraiment la recette parfaite. Mais tout ça, ça m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Une affaire qui m'a vraiment trotté dans la tête en lisant l'article. Ah oui, vas-y! L'auteur dit qu'en plein été, la ville semble être performée comme jouée au théâtre, alors qu'à l'automne, elle semble vraiment habitée. Ça pose une méchante question philosophique, je trouve. Mm-hmm. Quand une ville historique de cette taille-là est envahie par 10 000 personnes par jour, est-ce que l'histoire, la vraie âme de la place, disparaît physiquement sous nos yeux à cause de la foule? Ou bien est-ce que c'est juste nous, en tant que touristes, qui perdons complètement la capacité de la percevoir, tellement il y a du bruit et de la distraction? Wow! C'est profond! L'histoire est toujours là dans la pierre, mais c'est notre attention qui est saturée. C'est ça. Ça force vraiment à réfléchir sur l'impact de notre propre présence quand on voyage. Choisir son moment pour visiter, c'est choisir la version de l'histoire qu'on mérite de voir. Fait que pensez à ça la prochaine fois que vous réservez un vol en plein mois de juillet. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.